Si on continue un petit peu, un autre métal lourd, l'antimoine, qui a un numéro atomique à 51. Et là, on va parler de la notion des illusions. On va beaucoup rencontrer l'antimoine dans les problématiques familiales, dans les scléroses en plaques, on va en voir beaucoup. C'est quelles sont mes illusions, quel est le prix de mes illusions de mon enfance, des difficultés affectives et des accidents affectifs, du manque de désir de vivre, de la cruauté de la vie, du manque de père envers moi. Et donc, je me retrouve comme ça plongé dans la vie et j'ai beaucoup de difficultés à dépasser ces difficultés. Si on continue un peu plus loin, on va arriver sur le cadmium. Le cadmium aussi, c'est un élément qu'on trouve beaucoup dans la pollution. Par exemple, chaque fois que vous freinez, vos plaquettes de fer vont libérer du cadmium. Et le cadmium, c'est la notion de l'incompréhension. Je n'ai pas réussi mon insertion dans le monde, je ne suis pas suffisamment centré, je suis envahi, j'envahis, je ne suis pas juste, je n'ai pas la parole juste, je reste en fait quelque part soit l'enfant de mes parents, soit le parent de mes enfants, mais je n'ai pas un positionnement juste. Euh, Au fond, toutes mes capacités créatrices, plutôt que de les mettre à mon propre service, je les ai mis à la disposition de quelqu'un d'autre, sans jamais ménager mes efforts, mais finalement, ça ne servait à rien puisque je n'ai pas été reconnu. Donc, j'ai de grandes difficultés affectives et je finirai par, au fond, refuser l'humanité parce qu'elle ne fonctionne pas. Et attention, c'est intéressant parce qu'on en retrouve de plus en plus. On en trouve dans les engrais, les peintures, le blé, les pâtes, surtout les pâtes chinoises et les plaquettes de frein. Et c'est intéressant parce qu'on voit là que si vous avez cette problématique, le cadmium va, en quelque sorte, vous allez appeler le cadmium pour essayer de vous aider, mais au fond, il va vous plomber, en quelque sorte. Si on va un peu plus loin, on arrive sur le grand des grands métals toxiques, le plus de tout, c'est le mercure. C'est vraiment celui qui est à l'origine de tous les problèmes. Et lui, il est beaucoup plus lourd, il a un poids moléculaire de 80, il correspond à l'âge mûr, à la responsabilité, au pouvoir. Et c'est intéressant parce que le mercure, c'est un métal qui est très important pour les enfants. En homéopathie, on utilise mercurius pour les enfants qui sont agités, qui tournent à tout, qui touchent à tout, qui tournent dans le cabinet tout le temps, qui sont dans, en quelque sorte, le mouvement perpétuel. On dit aussi que Mercure est le dieu du commerce. Et on est aussi face à la problématique aujourd'hui du commerce parce que, en quelque sorte, la folie de l'humanité pour faire fonctionner le commerce est quelque chose qui est en train de nous mener à notre perte. Quand on réfléchit bien, les écoles de commerce sont un petit peu les temples de la destruction de la planète. Pour quelques centimes ou centièmes de centimes d'euros, on va prendre une décision qui économiquement sera très très compliquée et qui va aggraver la pollution. Eh bien, en quelque sorte, le mercure, ça correspond à ça. Ça correspond à une humanité qui tourne en rond, qui est bloquée dans son évolution, qui plutôt que de se dépasser et d'arriver à se centrer et d'arriver à une forme de maturité, va rester dans ce besoin perpétuel d'envahissement. D'ailleurs, le mercure, c'est un métal, vous laissez tomber une goutte de mercure dans une pièce, il y en a partout. Et finalement, on va avoir une dépression, une agitation sans effet, beaucoup de problèmes avec les règles, d'abus, d'inceste, tout est dans le désordre en quelque sorte. Rien ne se structure. Et il y a aussi la notion de dire que dans le mercure, tous les coups sont permis. Comme dire dans le commerce, tous les coups sont permis. Mercure, dieu du commerce. Et c'est intéressant parce que la personnalité des tempéraments mercurius tient au fait qu'ils ont le sentiment d'être profondément dominés, réprimés ou contredits par une autorité très forte et très dictatoriale. Et la seule solution dans de telles situations, c'est soit de s'enfuir, soit de se révolter contre cette domination. Les tempéraments mercurius, ils se sont attaqués. Mais en fait, on voit bien comment un ensemble d'enfants, de millions d'enfants sur cette planète, de milliards d'enfants sur cette planète qui ont été des enfants qui n'ont pas été écoutés, vont avoir une envie de revanche extraordinaire, une envie de faire fortune, une envie d'accumuler, d'aller dans tous les sens, et en allant dans tous les sens, vont tout détruire. C'est un petit peu une des grandes problématiques actuellement. Et, en fait, ça nous renvoie à, vous voyez, avec les métaux lourds, on arrive dans différentes nuances de la même problématique. La nuance du centrage, le pouvoir, en fait,
est-ce que je vais avoir du pouvoir sur moi, au fond, ou est-ce que je vais avoir du pouvoir sur les autres? C'est ça qui est une notion importante. On va arriver maintenant à un autre métal lourd qui est le plomb. Et le plomb va correspondre à un autre métal d'âge mûr. Et le plomb, il est intéressant parce que il correspond à la notion de matérialisation et de concrétisation. C'est intéressant parce qu'en anglais, on dit, pour entrer en matière, on dit let in, c'est-à-dire entrer dans le plomb. Et il y a une notion très importante de structuration et de contrainte. C'est-à-dire que la notion du plomb, c'est le problème de la contrainte ou de l'absence de contrainte. C'est l'amour, en fait, qui va vous permettre d'accepter les contraintes, qui va vous permettre de comprendre qu'une règle, ça peut vous aider à grandir. Mais si vous avez eu des parents abandonniques, qui ne vous ont pas convaincu de la valeur de la règle, parce que quelque part, ils ne la respectent pas suffisamment, ou ils ne vous montrent pas qu'elle est positive, ou si le lien éducatif a été abîmé, s'il vous manque, en fait, l'expérience de l'amour, au bout d'un certain temps, vous allez pouvoir ne pas être capable d'accepter la règle, ne supporter aucune contrainte, et en particulier pas celle de vivre dans la matière, et devenir un candidat à l'absorption du plomb. Il faut savoir que le plomb a été un élément très important, et pour beaucoup, la chute de l'Empire romain, qui peut-être avait perdu cette notion de l'amour avec trop de puissance et trop d'orgueil, eh bien, le plomb, qui était la base des canalisations d'eau de Rome, a probablement contribué, avec ces principes, cette perte de valeurs éducatives et de valeurs d'amour, a probablement présidé, entre autres, en sous-main en quelque sorte à la chute de l'Empire romain. Et ce qui fait qu'au total, vous pouvez arriver, par ce manque d'amour, à une expérience de dévalorisation, devenir un peu asocial, avec un délire des grandeurs, le sentiment d'être un roi. En fait, on n'arrive pas à être concret. Et si on prend ces deux métaux, finalement, qui sont parmi les pires des métaux lourds, le mercure et le plomb, en quelque sorte, d'un côté, le mercure, il est dans la défense, et du coup, il va essayer de compenser par le commerce, en devenant, par les voleurs, le problème de la loi, de la justice, et de l'autre côté, le plomb, il n'arrive pas non plus à entrer dans la matière, il n'arrive pas à se rendre compte que la contrainte peut avoir un avantage, et si vous faites mercure plus plomb, vous rentrez dans une problématique qui est la problématique de la maniaco-dépression, où en quelque sorte, la maniaco-dépression est une maladie qui est considérée comme incompréhensible. Je pense pour ma part que la maniaco-dépression, c'est ce que j'appelle le deuil impossible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu dans votre vie, et vous vous retrouvez à l'âge adulte sans avoir eu ce sentiment-là, sentiment d'être aimé, sentiment d'avoir un bien. Toujours des choses fondamentales pour les êtres humains. Et donc, vous hyperactivez pour essayer d'arriver vers ce sentiment-là. Et donc, c'est une hyperactivation de type mercure, ou bien un échappement à refus toute contrainte de type plomb. Et puis, quand vous arrivez au bout de votre ficelle que vous n'avez pas coupée, vous tombez, vous faites une phase de dépression, vous vous restructurez, vous recommencez à avancer. Et c'est pour ça que le plomb et le mercure sont des métaux qui donnent beaucoup d'effets secondaires. On va terminer par encore un autre métal qui est le platine. Le platine, c'est un métal qui s'équilibre avec l'or. L'or, ce n'est pas un métal qui donne des intoxications. Le platine peut donner des intoxications. Et le platine, par rapport à l'or, va correspondre à la notion d'être ou de paraître. L'or, c'est je suis, et le platine, je parais. Et en fait, c'est intéressant parce que, dans une sorte de jeu de mots, pour revenir à notre exemple de base avec la guerre des étoiles, en fait, le maître du mal, c'est Palatine, qui est le platine, en quelque sorte. Et c'est lui qui va revoir quel est ce sentiment, qui est le sentiment de Dark Vador, qui est le sentiment de Platine, d'avoir été humilié, écrasé par un pouvoir géant, et avec le besoin d'être quelque chose de spécial, d'être différent, de résoudre une ambition déçue. Et si vous regardez l'ensemble de ces métaux, vous voyez bien à quel point l'amour, à chaque fois, est central sur la notion d'être intoxiqué ou de ne pas être intoxiqué. Il y a quelques petits métaux aussi qui se promènent comme ça, qui sont intéressants, qu'on retrouve parfois dans les intoxications, comme le beryllium par exemple.
qui est les sensations d'amour brisé, je préfère fuir dans l'anorexie, j'espère retrouver mon innocence et mon espérance dans la fuite, et j'espère un jour pouvoir être comblé d'amour, mais c'est pas toujours évident. Un autre remède aussi qu'on retrouve, qui là, lui, est un métal véritablement lourd, qui est le bismuth, qui est un numéro atomique de 80. Lui, c'est un métal qui a un désir d'amour fusionnel. C'est pour ça qu'il va avoir un lien très fort avec l'estomac et la première relation avec la mère que tout le monde espère comme étant une fusion valable et positive. Mais finalement, on rêve toujours de cet amour fusionnel avec une peur de la solitude, une idéalisation qui n'est pas toujours la solution. Un autre métal, on aura fait un petit tour qui est assez intéressant, qui est le barium, qui lui a un numéro atomique à 56, qui est le remède un peu des attardés, des ambitions, des doutes, encore une fois des rêves d'amour exclusif, mais c'est aussi la sclérose, avec une espèce de royaume. On dit que les baritas, c'est les rois sans royaume, et l'attachement aux principes, aux règles qui sont plus là que la réalité. Et souvenez-vous de ce que disait Maurice Ravel à propos de la tradition. Il disait la tradition, c'est l'intelligence des imbéciles. Voilà. Et si on se résume un petit peu, pour reprendre l'ensemble de nos métaux, vous avez dans cet élément que vous pouvez projeter, l'aluminium, c'est l'amour dévoyé, le nickel, c'est la peur du jugement, l'arsenic, c'est la mort, l'argent, c'est le prix de l'incarnation et la brillance, le cadmium, c'est l'image sociale, l'antimoine, c'est le prix des illusions, le mercure, c'est la défense, et le plomb, c'est la difficulté avec l'incarnation à la matière. Bien, alors si on essaie de voir un peu certains autres éléments, et en particulier certains exemples. Quand vous avez par exemple des allergies, dans les allergies, il y a énormément de mercure, un peu d'argent, d'aluminium, de zinc. Le zinc, je n'en ai pas parlé là aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas évoquer aujourd'hui surtout si on veut laisser un peu de temps en question. Mais le zinc, c'est quelque chose qui est en lien avec l'autorité du père, qui soit vous aide, soit vous castre. Les gens qui font des burn-out, on les retrouve souvent avec des phosphores en excès. On a vu l'arsenic, c'est la mort, le phosphore, c'est la passion. Mais quand il y a trop de phosphore, eh bien, les gens sont au burn-out. Dans la dépression, on a un phosphore qui est effondré et un zinc qui est très bas. Donc, à la fois, on n'a plus de contraintes, on n'a plus de possibilités, on n'a plus de moteur. Dans les notions d'impuissance, on a trop d'argent, on veut briller. On a trop de mercure, on va aller dans tous les sens. Et par contre, on a un iode très bas puisqu'on n'a plus d'émotions véritables. Et intéressant aussi, quand on voit les personnalités plutôt délirantes, on va avoir un aluminium très élevé. Aluminium, privé de la lumière, privé de la réalité. L'amour est dévoyé, donc je vais imaginer, fantasmer des choses. Et le zinc, lui, qui pourrait me tenir, ne va plus me tenir et va partir soit augmenter, soit plus bas. La sclérose en plaques. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur la sclérose en plaques depuis une trentaine d'années. Et je m'attendais, en travaillant sur la sclérose en plaques, à avoir beaucoup de mercure. En fait, d'une façon assez étonnante, il n'y a pas tant de mercure que ça. On a plutôt un excès d'aluminium, c'est-à-dire j'ai quitté le véritable amour et je suis privé de la lumière de l'amour. Un excès d'argent, c'est-à-dire que je veux briller, mais je n'arrive pas dans une vraie valeur, je veux briller dans l'instant présent. Le cadmium, c'est-à-dire l'image sociale à laquelle je veux tenir, et le nickel qu'on trouve parfois, ça correspond tout à fait à cette notion d'être un enfant parfait, de parent parfait, qui est la thématique fondamentale de la sclérose en plaques, où effectivement, ça c'est bien, mais c'est pas parce que je brille, c'est pas parce que socialement j'accepte. Tout ça c'est bien, mais c'est pas les véritables sens de la vie. Le sens de la vie, c'est être moi-même. Et le sens de la vie, c'est m'affirmer moi-même. Vous voyez, dans le Parkinson aussi, on a un excès d'aluminium, d'argent, de mercure et de zinc. Et le Parkinson, c'est une problématique en quelque sorte, d'être 50-50 entre 50% ma pulsion de vie de base avec ma liberté d'enfant intérieur et 50%
de l'autorité sociale qui vient me gêner, me perturber, qui m'empêche d'agir. Métaux lourds, si on se résume, élément qui existe à l'intérieur de nous, donc qui vient des mêmes règles du Big Bang, des mêmes règles des tableaux des atomes, qui existent à très faible quantité, qui ont une fonction, mais que à la fois la nature, je veux dire, l'environnement industriel a mis en trop grande quantité et elle nous intoxique d'autant plus que effectivement on a une fragilité et que au fond, si je suis en bonne santé, je ne vais pas les absorber. N'oubliez jamais que une flore intestinale de qualité va vous faire éliminer 90% des métaux lourds, en particulier du mercure, que vous allez absorber. Donc, aussi, l'absorption des métaux lourds commence d'abord par des perturbations internes. Vous ne serez intoxiqué que si vous avez une perturbation. Il y a une phrase, à mon avis, qui est vraiment caractéristique des métaux lourds, c'est le mal fait ce que le bien ne peut faire. Ça veut dire que dans votre vie, si vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous êtes vraiment, vous allez pouvoir générer des maladies, vous allez pouvoir générer des problématiques, vous allez pouvoir aller chercher ces métaux lourds qui sont en quelque sorte toutes vos faces cachées, toutes vos faces sombres qui sont là et qui n'attendent que de vous confronter pour qu'au fond le meilleur de vous puisse sortir. Les métaux lourds, comme je l'ai dit, sont issus du même principe que notre fonctionnement. Et si je pars en fait, assez rapidement dans la deuxième partie de notre conférence, qui est les produits chimiques, les autres types d'intoxication. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces intoxications ne font pas partie du système naturel. C'est-à-dire que la plupart des produits ne sont pas des produits naturels, sont des molécules qui ont été créées, essentiellement depuis la Seconde Guerre mondiale, et que notre organisme n'a pas la capacité à les gérer. C'est-à-dire qu'autant les métaux lourds font partie du système, autant ces produits-là, ils ne peuvent pas être gérés. Bien sûr, il y a des pesticides à l'arsenic, qui sont interdits depuis fort longtemps, mais dans l'ensemble, toutes les nouvelles molécules, comme le Roundup, comme les perturbateurs endocriniens, ne sont pas des processus naturels. Et on réalise bien que on a tenté de perturber les pesticides, on a tenté de perturber les fonctionnements naturels par des molécules chimiques. Et que chaque fois que vous perturbez un fonctionnement naturel par une molécule chimique, vous avez des conséquences sur le système général. Si vous voulez paralyser un insecte par un insecticide qui est perturbateur endocrinien pour que ces hormones soient perturbées et qu'il ne sache plus se reproduire. Et bien cette même action, vous allez la retrouver chez les humains. Si vous voulez bloquer le feu par des retardateurs de flamme et que vous mettez ça dans les canapés, eh bien ces mêmes produits vont bloquer des processus de combustion naturelle et vont venir vous empêcher. Donc ce qui est important de comprendre dans ce système, c'est que l'humain et la nature fonctionnent de la même manière. Si vous agissez sur la nature avec des produits chimiques, vous allez agir sur l'humain avec des produits chimiques. Et vous ne pouvez pas agir aujourd'hui sur un côté sans agir sur l'autre côté en même temps. On sait maintenant que quand on a un pic de pollution, eh bien, plus de 50% de ce qui fait le pic de pollution vient d'un pays étranger. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mondialisation de la pollution. Et qu'il ne nous est plus possible, en tant qu'individu, de dire je suis chez moi, je mange bio, je fais attention, je n'utilise pas de produits chimiques. Et en conséquence, je vais être protégé. Ça n'existe plus. Très récemment, des organismes écologiques ont proposé de prendre une mèche de cheveux de 7 écologistes français connus. Vous avez vu tout ça dans la presse. Et en fait, ils ont tous été étonnés, par exemple José Bové, d'avoir une quantité incroyable de perturbateurs endocriniens et de pesticides dans ses cheveux. Ça veut dire que lui, ayant une vie saine, eh bien, il avait des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'on est à un stade, en quelque sorte, on a une mondialisation de l'économie, on a une mondialisation du toxique. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. On a d'un côté les métaux lourds qui sont des produits très gênants, mais de l'autre côté, on a des pesticides qui sont des produits encore plus gênants. Avec une très très grande difficulté qu'on a aujourd'hui au niveau des autorités européennes, on voit bien que les autorités européennes, comment va-t-on parler de corruption, va-t-on parler d'asservissement aux lobbies chimiques, peu importe, le résultat est le même. Aujourd'hui, toute l'industrie agroalimentaire cherche à cacher les produits, cherche à changer les dénominations pour qu'on
puisse plus repérer les E, pour qu'on mette d'autres noms qu'on ne puisse pas repérer à la manière dont on nous intoxique. Je pense qu'au-delà de tout ça, il est important que chaque personne sur cette planète prenne conscience de ce qui se passe. Prenne conscience qu'on est en train d'assassiner la planète avec ça. Prenne conscience aussi que ces produits ont un effet retard énorme. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que des pesticides à l'arsenic qui sont interdits depuis les années 60 sont en train de générer dans certaines populations où il y a ce pesticide dans le sol des cancers de la vessie 40 ans ou 50 ans après. Donc en effet, un effet retard considérable. Et le problème aussi qu'on a avec ces produits, c'est que nous stockons les pesticides et les métaux dans les graisses, ce qui fait qu'à chaque grossesse, les femmes relarguent sur leur bébé les pesticides qu'elles ont accumulés. Et on se retrouve aujourd'hui avec un peu la sommation pour le total des intoxications qui ont lieu depuis les années 40. Et c'est-à-dire que 70, 75 ans après, on a 3 générations de femmes, 3 générations de mères qui ont accumulé des pesticides et qui les transmettent de génération. Nous avons l'année dernière organisé à Paris un congrès sur l'autisme, un congrès qui s'appelait Sortir de l'autisme. Et nous avons bien compris que l'autisme, contrairement à ce que la médecine nous rebat les oreilles, n'est pas une maladie génétique. La génétique n'explique pas de passer de 1 sur 1 million à 1 sur 50 en l'espace de 60 ans ou 70 ans. La génétique peut expliquer pourquoi telles personnes sont plus ou moins touchées que d'autres, mais au final, on finira tous par être touchés. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vrai que la première conséquence, la plus visible, la plus puissante conséquence de l'intoxication par les pesticides et par tous les toxiques comme le métaux aussi, c'est l'autisme, qui est une encéphalopathie toxique. Ce thème des toxiques est un thème un peu tabou, parce que voir et comprendre que ce sont les toxiques qui génèrent énormément de maladies dégénératives, qui génèrent des autismes, qui génèrent beaucoup de cancers, c'est remettre en question des pans entiers de l'industrie et des pans entiers de notre économie. Donc il y a une sorte de refus de voir. Mais c'est pourtant la question importante parce que, en tant qu'être humain, si nous ouvrons nos yeux, nous savons que l'humanité, à cette vitesse-là, n'a plus que 50 ou 100 années à vivre. Et si je verrai mes petits-enfants, je ne suis pas sûr que mes petits-enfants verront leurs petits-enfants. Et Claude Lévi-Strauss, le grand Claude Lévi-Strauss, disait la Terre a commencé sans nous, elle terminera sans nous. Et je pense que ça, c'est la question importante. Ne sommes-nous pas aujourd'hui au début de la 6e extinction des espèces? Et je pense que nous y sommes, avec la disparition des éléphants, des singes, des gorilles, des passereaux, c'est-à-dire des hirondelles, des rouges-gorges, etc., des abeilles. Et l'être humain est dans la charrette de la 6e extinction. C'est ça qu'il faut comprendre. Les pesticides, évitez de les faire rentrer parce que c'est très dur de les faire sortir. Au niveau des minéraux, enfin des métaux lourds, les chélations naturelles, que ce soit la chlorelle, que ce soit différentes algues, que ce soit des ours, que ce soit des sodium, ce sont des choses qui fonctionnent légèrement, mais s'il y a une très forte intoxication, vous n'y arriverez pas. Euh, la chélation chimique, avec des MPS, avec le DTA, avec tous ces produits-là, il y en a 5 ou 6 qui existent. Ce sont des méthodes qui sont, je dirais, très risquées. Elles peuvent être très efficaces, mais elles peuvent aussi avoir énormément d'effets secondaires. Et ce qui veut dire très concrètement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. Il n'y a pas vraiment de bonne solution efficace. J'ai vu certaines personnes faire des chélations chimiques et avoir d'excellents résultats sans trop de problèmes. Mais j'ai vu aussi des gens faire des chélations chimiques et être très très perturbés. On peut le comprendre assez facilement quand on voit que, au fond, les métaux lourds nous ont amenés à avoir des attitudes perverses vis-à-vis de la vie. Les métaux lourds nous ont proposé des situations qui ne fonctionnent pas. C'est facile quand vous êtes angoissé de prendre une cigarette ou de prendre un verre d'alcool. Ce qui sera difficile, c'est d'arrêter ça, parce que vous êtes tellement habitué à ces béquilles que ça va être compliqué. Et je pense que la difficulté de la détoxication par les métaux lourds, c'est en fait que, au fond, votre organisme s'est habitué à ces toxiques, même si ces toxiques vous font du mal, comme l'alcool, le tabac peut vous faire du mal, ou la chiche, et que quand vous détoxiquez ça, c'est très difficile. Est-ce qu'on peut guérir d'une intoxication par une prise de conscience? J'en vois beaucoup qui rêvent et qui aimeraient que ce soit possible.
la réalité, elle est un petit peu différente. Vous pouvez guérir, vous pouvez vous protéger par anticipation d'une intoxication, par une prise de conscience, par anticipation. Et il est clair que si je vous coupe un doigt, eh bien, vous allez beau faire une prise de conscience, votre doigt ne va pas repousser. Et dire j'ai pris conscience de la chose et du coup je vais guérir complètement, non. Je pense que si vous prenez conscience que certains systèmes d'épuration vont fonctionner mieux, le fait est que le travail d'élimination, il faut quand même le faire. Si vous avez atteint un niveau élevé de métaux ou de pesticides, ça va être beaucoup plus compliqué à faire partir. Il faut savoir qu'il y a des choses qui se détoxiquent plus ou moins facilement. Les métaux lourds, ça ne se détoxique pas facilement. Les pesticides, après un certain temps, si vous n'en prenez pas, si vous avez un métabolique, ils vont se détoxiquer. Il y a aujourd'hui pas mal d'études qui sont faites sur différents produits qui permettent de détoxiquer. En particulier, on a repéré que certaines bactéries permettraient de détoxiquer certains métaux lourds, que certaines plantes ont une capacité à métaboliser le mercure. Il y a parmi les homéopathes, parmi les chercheurs un peu alternatifs, beaucoup de solutions qui vont dans ce sens-là, mais on n'est pas encore pleinement au résultat dans ce domaine-là. Ce qui est certain, c'est que ces choses-là vont avancer. Le jour où il y aura une réelle conscience du problème et le jour où il y aura de véritables recherches pour essayer de voir, un, reconnaître l'intoxication globale et deux, chercher des moyens d'intoxiquer. Mais je dirais d'une façon globale, ce qui serait le plus efficace, ce serait d'interdire d'une façon rapide et assez drastique tous les pesticides et tous les moyens de tous les modes d'intoxication. Expliquer que le fait d'avoir une très bonne flore intestinale permet de ne pas absorber 90% du mercure, mais il restera quand même les 10%. Et puis, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, avec tous les antibiotiques qui sont absorbés au quotidien, eh bien, les flores intestinales sont absolument calamiteuses et probablement que quelqu'un qui n'aurait jamais eu de sa vie d'antibiotiques et qui n'aurait jamais mangé autre chose que des aliments bio, et encore, même dans les aliments bio, il y a des antibiotiques, mais peut-être que cette personne-là aurait des capacités de désintoxication qui resteraient en état. Alors, effectivement, c'est la question comment j'ai établi la correspondance. D'abord, j'ai fait des centaines d'analyses avec l'oligoscan de gens qui avaient des problématiques de métaux lourds. Ensuite, j'ai comparé, croisé leurs histoires, ce qu'ils vivaient, j'ai répertorisé, j'ai écouté des centaines de cas pour essayer de comprendre ce qui se passait. Puis, je me suis référé aussi à ce que dit l'homéopathie en matière de signification des métaux. Il faut aussi voir les correspondances qui existent. Parce qu'il y a très très peu de livres qui permettent de faire ça. Bernard Rial s'est intéressé sur les métaux. Certaines choses correspondaient, mais pas complètement. Et c'est essentiellement ma pratique qui m'a permis d'établir ça. Et puis au bout d'un certain temps, après des centaines de cas, j'ai commencé à faire des corrélations, à voir, à faire par exemple d'abord l'analyse, puis interroger les personnes pour voir si ça correspondait exactement à l'analyse. Et des fois faire l'inverse, interroger et voir ce que les analyses. En fait, tout ça, c'est très lié à l'expérience. Mais ce qui était très intéressant, c'était de voir après des années de travail que ce que j'avais trouvé correspondait d'une certaine manière aux données classiques. Ceci dit, j'ai quand même trouvé des différences significatives et surtout pas mal d'éléments de synthèse sont tirés de mon expérience. Je ne sais pas que dans la littérature classique. Voilà. Mais c'est en gros des milliers, des dizaines de milliers de consultations pour arriver à ce résultat. Je pense que toutes les choses sont visibles, au fond, elles sont autour de nous. La vie nous donne des signes en permanence. Parce que chacun peut ouvrir les yeux pour comprendre ce qui lui arrive. Moi, je le fais particulièrement parce que c'est mon métier et ma passion, mais je pense que chacun de nous, de vous, peut regarder les choses et comprendre des choses. Et que plus vous serez nombreux à avoir conscience de ce qui se passe, et plus nous avancerons. Plus, en fait, dans ce moment absolument charnière de l'humanité, voilà. Je ne dirais pas que je vais être un lanceur d'alerte, je dirais que je vais être un éveilleur d'alerte et de conscience. Parce que j'ai vu une chose ou une autre. Et c'est ça que je fais partager face à toi aujourd'hui à l'ensemble des gens qui nous écoutent.